pense que la notion d'espoir aussi pour la personne malade, c'est être en capacité de faire face et d'être à la hauteur des circonstances. Parce que quand on annonce une SLA ou quand on est au début d'une maladie d'Alzheimer, c'est pour ça que j'ai été impressionné vraiment par les interventions qui ont précédé comme ça notre échange de maintenant. Il y a l'espoir d'être à la hauteur et de pouvoir aller jusqu'au terme, c'est-à-dire d'une certaine manière, il y a un défi, c'est d'une certaine manière de s'accomplir au-delà de la maladie. Et la parole des personnes malades est souvent une parole, est-ce que j'arriverai à ne pas être assujetti totalement aux logiques et au scandale de la maladie? Est-ce que j'aurai encore un espoir de liberté possible? Est-ce qu'il y aura encore cet espace-là qui me permettra d'exister à la fois pour moi comme moi et par rapport aux autres? Donc je pense que la dimension d'espérance est pour beaucoup dans la capacité de trouver une liberté. Tout à l'heure, on a évoqué Lévinas, c'est pas la bonne issue, mais c'est quand même une issue dans un enfermement, puisque les maladies dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des maladies, et ça a été très bien dit, qui enferment, qui effraient, qui oppressent, et qui, d'une certaine manière, déchiquetent la personne jusqu'à son identité pour la maladie d'Alzheimer. Mais pour suivre les personnes atteintes de SLA, leur espoir souvent, c'est d'être reconnus comme membres de la communauté humaine au-delà des signes de ce qui est leur déshumanisation, leur désintégration. On le voit, nous, à l'association de lutte contre la SLA, nos figures emblématiques sont des gens qui vivent exceptionnellement l'existence, j'allais dire dans tous ces recoins, dans toutes ces nuances, jusqu'au dernier souffle, à nous surprendre, puisque en tant que nous-mêmes, on n'arrive même pas à comprendre comment le matin ils peuvent encore s'éveiller à l'existence et trouver peut-être une subtilité à un coup que nous on ignore aujourd'hui. Ça c'était le premier point qu'on pourrait développer. Puis le deuxième point par rapport à la vérité, on en discute souvent avec Nicolas de la notion de vérité. Il n'y a pas d'abord une vérité et la vérité est très évolutive. Alors on a un modèle, enfin plusieurs partagent ce modèle, c'est Vincent Méninger qui nous parle de vivre l'instant, le présent, l'immédiate, et se laisser surprendre aussi par l'inattendu, d'une certaine manière, qui peut être dans les interstices du douloureux, peut-être une part de lumière et de bonheur. Mais la vérité est souvent assassine, d'une certaine manière. Et on sait à quel point une personne, à l'annonce de la maladie, vient chercher quelquefois la confirmation ou l'infirmation de quelque chose qu'elle éprouve et qui s'est signalé à elle, qui s'est annoncé à elle avant qu'on lui annonce. D'où l'importance de la manière de dire, beaucoup plus que de ce qu'on dit, d'une certaine façon. Et on sait à quel point c'est dans ces subtilités, à mon avis, qu'il faut aller. C'est pour ça que la vérité, pour moi, on en discute beaucoup à l'espace éthique, notamment depuis la loi du 4 mars 2002, c'est-à-dire le devoir d'informer, le devoir de savoir, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce savoir? Est-ce que ça va être un savoir de vie, un savoir vital sur lequel on puisse s'adosser, ou est-ce que ça va être le savoir de l'échec et de la mort? C'est des questions qui ont l'air de rien. En plus, cette vérité n'est pas uniquement la vérité du malade, c'est la vérité qui va envahir tout son espace familial. C'est-à-dire, elle est terrifiante, cette vérité, parce que plus personne ne peut l'arrêter. Et ensuite, chacun en prend des bribes à sa manière, puisque c'est une vérité, en quelque sorte, sentence, dans bien des cas. Donc je pense qu'il faut être très attentif. Et c'est là où, tout à l'heure, madame disait quelque chose sur l'éthique. Elle a compris de cette rencontre. Vous êtes, si j'ai bien compris, vous, madame, à Hendaye. Donc un lieu de l'éthique pour nous, voilà un grand modèle de l'éthique que l'hôpital marin d'Hendaye, où vous êtes confrontés à des personnes qui sont souvent limites de l'existence, qui cherchent auprès de vous une confirmation que leur sens d'existence a encore une valeur, une signification. Même chose pour les proches. Vous n'êtes pas à faire la une des journaux comme la grève de visage, et pourtant vous militez au niveau de valeur. Ben, pour nous, ça, c'est une vérité qui nous enrichit. Savoir que, je dis en parenthèse, comme je préside l'Association nationale de la SLA, et donc savoir que des malades aussi difficiles à prendre en compte puissent être accueillis avec leur famille dans autre chose que du répit simple, c'est-à-dire vous leur conférez la position qui leur permet d'aller jusqu'au bout de leur vie, tout en ayant l'impression qu'ils sont des vivants. Alors que bien des institutions leur donnent leur impression de mort avant même la mort, tout en ayant le sentiment qu'ils s'adressent à des vivants. C'est tous ces paradoxes à prendre en compte. Donc je termine pour dire, je n'ai pas commencé, mais je termine quand même, même si je n'ai pas commencé à dire ce que j'aurais pu dire, si j'avais à le dire. Mais sur la notion de vérité, sur la notion, j'allais dire, qu'on a évoquée, je serais beaucoup plus, si vous voulez, je vous écoutais,
vous deux tout particulièrement, Nicolas Grignoli, puisqu'il fait le doctorat chez nous, je le connais quasiment par cœur. Et je trouve que ça a été une très grande invention que de reprendre ce concept de l'espoir. Enfin, je veux dire, il aurait pu le développer d'une manière beaucoup plus approfondie, il nous l'a fait, et dans son doctorat, vous suivrez, on mettra un petit clignotant sur le site de l'Espace Éthique, le jour où il va soutenir, vous pourrez venir, mais on s'arrangera pour qu'il y ait suffisamment de place. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est votre manière, mesdames, de restituer à travers des phrases, à travers des bribes d'expression d'être, de restituer ce qu'est la perception, même schématique, limitée à peu de choses, d'un essentiel auquel on n'est pas assez attentif. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'attentivité. Moi, je trouve remarquable que vous sachiez, que vous puissiez professionnellement arriver à récupérer, à recueillir, à faire quelque chose de ces paroles, mais souvent c'est une parole méprisée, c'est une parole négligée, c'est une parole ignorée, et souvent, sans prendre la grande expression, c'est une parole humiliée, c'est-à-dire traversée, pervertie. C'est pour dire que, et j'en termine là-dessus, faire de l'éthique en 2009, racontez-vous pas des histoires, c'est en capacité à la fois de dissidence et de résistance. Encore une fois, il n'est pas certain que dans les années qui viennent, j'ai écouté ce que Madame disait sur ses pratiques professionnelles, il n'est pas dit que dans les années qui viennent, on puisse tenir ce type de réunion en étant crédible. Même un espace éthique à la PHP, est-ce que vous croyez qu'on est tous les matins au clair avec ce qu'on prétend être quand on voit une réalité qui n'est pas la réalité liée à l'indifférence des professionnels, mais à la gouvernance aujourd'hui des professionnels. Et vous avez de plus en plus, alors tant mieux, de professionnels qui viennent se recharger les batteries en faisant de l'éthique. En se disant, dans cette espèce de maquis, où est-ce que je vais trouver des valeurs pour m'adosser et pour ne pas verser dans le n'importe quoi. Vous avez, comme vous, hein, madame, c'est pour ça que j'apprécie votre affaire, mais nous, c'est une vraie réflexion. On la partage et quelquefois difficilement en ce moment sur la pandémie grippale, qui aujourd'hui, et j'en discutais tout à l'heure au repas, là, enfin, j'ai vu un des responsables de la pandémie, de la DILGA, de la délégation interministérielle, qui était là, et que j'avais déjà vu vendredi dernier. J'ai dit qui aujourd'hui s'est préoccupé des plus vulnérables par rapport à une question, même s'il n'y a pas de pandémie, c'est en tous les cas notre manière d'être attentif à des enjeux de la pandémie, c'est une manière aussi de dire comment on existe, qui on apprécie, qui on aime, à quoi on est attaché, bref, les valeurs de la cité. C'est pour ça que vous dire, rejoignez-vous, n'hésitez pas. Vous ne pourrez pas vous inscrire encore cette année en master parce que nous sommes complets. Mais ne désespérez pas, c'est comme les crèches à la ville de Paris. Il suffit de faire la démarche et dans les années qui viennent, on vous contactera.